Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Assister à la naissance d'une forêt, c'est une chose plutôt rare. Eh bien, dans cet épisode, Sur le fil vous propose justement ça, faire connaissance avec la future forêt de Maubuisson, l'un des projets de reforestation les plus ambitieux en France depuis la création de la forêt des Landes à la fin du 19e siècle. Depuis 5 ans, des centaines de milliers d'arbres ont été plantés dans une plaine située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. À terme, il y aura plus d'1 million d'arbres sur 1340 hectares, soit 1 millier de terrains de foot environ. Cette forêt d'agrément est d'autant plus emblématique qu'elle recouvre une zone polluée aux métaux lourds. Pour l'Office national des forêts qui est à la manœuvre, ce projet a permis aussi d'inventer une forêt du XXIe siècle, capable de s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique dans la région francilienne. Une piste de solution alors que la déforestation galope. À l'heure où j'enregistrais ce podcast par exemple, on apprenait que la destruction de forêts vierges tropicales avait atteint un niveau historique. La déforestation a touché une surface équivalente au Panama, en lien notamment avec des incendies. Sur le fil part dans la forêt de Maubuisson, dans les pas de mes collègues Laurence Boutreux, Jacques-Alexandre Brun et de Charles Cohen, ingénieur chargé du reboisement à l'ONF. Sur le fil. Fermez les yeux, projetez-vous dans 30 ans, au cœur de la forêt de Maubuisson, entre l'Oise et la Seine, au milieu d'arbres de plusieurs mètres de haut. Avec de la chance, si vous êtes discret, vous pourrez voir des chevreuils et des sangliers au milieu des chênes et des noisetiers. Mais revenons à la réalité. Pour l'instant, le tronc des arbres ne fait que quelques centimètres de diamètre. Ils sont plantés en ligne bien régulière. À part des rongeurs, des lapins et quelques oiseaux, la faune reste timide et discrète, comme me l'a dit ma collègue Laurence Boutreux, qui a assisté à une séance de plantation. Hiver après hiver, ils ont planté comme ça manuellement. C'est des équipes d'hommes qui sont avec des pioches et ils sont capables à 5 de planter 1500 arbres par jour. Ils protégeaient avec des gaines les arbres parce qu'il y a encore les lapins qui peuvent les manger quand ils sont si petits. Pendant des années, il faut les protéger. Ils mettaient aussi un paillage humide aux pieds, etc. Donc beaucoup de précautions. Et puis quand on est retourné au printemps, là, c'est magnifique parce que déjà, on a une ambiance forestière, comme ils disent. Il y a les bouleaux, par exemple, qui sont tout feuillus, là, avec leurs petites feuilles vertes. Ils sont déjà assez hauts de quelques mètres. Et puis on sait déjà que dans 5 ans, ça fera de l'ombre. En 5 ans, plus de 500 000 arbres ont déjà été plantés. Et à terme, en 2029, il y en aura plus d'1 million. Ce projet est d'autant plus remarquable qu'il redonne littéralement vie à une zone polluée, une terre de maraîchage jusque dans les années 2000, devenue impropre à la culture, destinée à la consommation humaine. Ce sont des plaines qui ont fait l'objet d'épandages d'eau usée, c'est-à-dire les eaux des égouts de Paris, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle pour certains secteurs. Des eaux des égouts qui étaient acheminées par des canalisations jusque-là. Ça permettait de fertiliser les sols pour du maraîchage. On faisait toutes sortes de légumes et d'herbes aromatiques qui étaient acheminés vers les halles de Paris. Et donc ça a commencé tout ça à l'époque où les autorités cherchaient à assainir la capitale. Il y avait une épidémie de choléra très meurtrière en 1892. On a mis ces eaux usées très loin. Et donc ça a contribué avec le temps à polluer les sols aussi. Quand il y a eu des contrôles dans les années 90, en 1997, il a été révélé que les sols de la plaine de Pleyreil étaient pollués aux métaux lourds. On sait notamment qu'il y a du plomb dans les sols superficiels. Alors que faire de ces 1300 hectares ? Des communes qui jouxtent cette zone ont décidé de créer une forêt. Et grâce au label de projet d'utilité publique donné par l'État, 6000 parcelles ont été rachetées à 4000 propriétaires. Le reboisement a logiquement été confié à l'Office national des forêts, un projet évalué à plus de 84 millions d'euros.
Ces arbres vont enrichir la surface forestière en constante augmentation depuis les années 85. La forêt couvre plus de 31% du territoire français. C'est vraiment une histoire de réconciliation à la forêt de Maubuisson. Charles Cohen est ingénieur forestier à l'ONF, chargé du reboisement de la plaine. Moi qui ai travaillé dans d'autres contextes très différents, de travailler dans une zone aussi périurbaine avec un passé agricole, c'est une histoire de renaissance. Quand on se balade dans cette parcelle, on voit vraiment que quand on met les moyens, il y a vraiment plein de belles choses qui sont possibles. Donc ça fait plaisir. Pour l'ingénieur, cette forêt est un laboratoire à ciel ouvert pour créer la forêt des 21e et 22e siècles, soumise à des canicules de plus en plus fréquentes. En prévision des changements climatiques, etc., on n'est plus du tout dans cet état d'esprit de planter juste une ou deux essences. On met nos œufs dans plein de paniers différents pour avoir une résilience de nos forêts. S'il y a un mot à garder en tête, c'est le mélange. Il y a 29 essences forestières, il y a 18 essences arbustives. Sur ces essences-là, il y en a de nombreuses qui sont méditerranéennes, en effet. Il y en a d'autres qu'on trouve déjà en Île-de-France aujourd'hui. Après, il faut juste garder en tête que vu qu'on est sur des sols à dominante sableux et très drainants, on va favoriser des arbres qui vont tenir les coups de chaud. Donc c'est là où l'érable champêtre, le chêne chevelu, le chêne tausin, donc des chênes un peu plus méditerranéens, l'érable de Montpellier sont des nouveaux atouts. 5 ans après, les premières plantations se sont transformées en mini-forêts, avec des arbres de près de 2 mètres de haut. Lentement, ils grandissent et augmentent leur capacité à absorber le dioxyde de carbone. Quand on mélange du bouleau et du chêne, le bouleau va très vite grimper. Au bout de 5 ans, il fait déjà 2,50 m. Le chêne, lui, est bien plus lent à son installation. Mais donc on va avoir ces mélanges-là. Et donc au bout de 5-10 ans, le territoire va très vite se transformer en petit taillis, en une ambiance déjà beaucoup plus végétale, beaucoup plus forestière. Et puis après, c'est vraiment tout le long du peuplement, 10, 15, 20, 30 ans, va y avoir des premières éclaircies, une première irrégularisation où les arbres qu'on aura plantés en ligne vont commencer à donner des glands, à donner des fruits, et il va y avoir de la régénération naturelle qui va s'implanter. Et là, tout d'un coup, on va perdre cette notion de ligne, de cet aspect un peu plantation, et on va vraiment rentrer dans une ambiance beaucoup plus forestière. Et puis au fond, sur les 1340 hectares, il y a déjà des boisements qui sont matures. Il y a 370 hectares de boisements en îlots par-ci par-là, un peu en mosaïque, qui sont existants, qui sont matures. Et donc on peut déjà aussi se baser là-dessus pour trouver cette ambiance. Et puis les forestiers comptent aussi sur la nature pour terminer le travail et assurer la transformation de la plantation en une forêt naturelle lorsque les plantations auront rejoint les zones des forêts déjà existantes. Mais ça, ce sera dans 30 ou 40 ans environ. En attendant, Charles et les équipes de planteurs vérifient si les arbrisseaux grandissent correctement. C'est ce qu'on appelle le taux de reprise. En octobre dernier, on est allé faire les taux de reprise. Celles qui ont été plantées en 2019 avaient un taux de reprise de 78%. Donc c'est quand même excellent. Ça nous conforte dans les choix des essences qu'on a pu faire. Sur plus de 500 000 arbres déjà qu'on a plantés, il y a quelques zones qui ont plus ou moins bien marché. Il y a des aléas, il y a eu un incendie, il y a eu un petit peu de dégâts de rongeurs. À cette échelle aussi gigantesque, il est tout à fait normal d'avoir des parcelles qui ont un taux de reprise à 90% et d'autres qui sont plutôt à 70 ou à 60. On est quand même très, très content, conforté dans les choix des essences et aussi très satisfait de la mise en place et du suivi. En parallèle, les paysagistes interviennent. Ils créent des chemins pour randonneurs, cavaliers ou cyclistes, des aires de découverte de la faune. Car à terme, l'homme va laisser les arbres vivre leur vie et laisser les animaux prendre possession des lieux. La zone est extrêmement sauvage déjà. Extrêmement sauvage. Il y a des buses, du renard, il y a énormément de lapins, il y a des chouettes. On a mis en place des perchoirs à bus pour aussi encourager aussi plus de rapaces. Avec les arbres qui vont pousser, plus on va avoir aussi un changement de faune. On pense que de toute façon les sangliers vont remonter de la forêt de Saint-Germain et se réinstaller. Les chevreuils qu'on a déjà un petit peu au nord vont commencer à redescendre aussi. Donc ça fait partie des grands mammifères qui vont aussi repeupler la zone. Et puis un site pédagogique, une sorte de maison de la forêt, devrait servir principalement aux enfants des écoles alentours.
Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup à Laurence Boutreux et Jacques-Alexandre Brun. Si vous aimez cet épisode, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon et je vous dis à très bientôt.